Que sait-on en France de la dissidence ukrainienne au temps soviétique ? D'où vient la force de la poésie de Vassil Stous, éminent poète et résistant du XXe siècle, mort au goulag soviétique ? Vous écoutez le podcast « L'Ukraine face à la guerre ». Ce podcast est enregistré en Ukraine et par des Ukrainiens. Dans ce podcast, nous racontons comment l'Ukraine continue à vivre et à résister face à l'agression russe. Nous proposons des analyses, mais aussi des témoignages. Nous essayons de vous faire comprendre l'Ukraine, son histoire, sa société et sa culture. Je m'appelle Tetiana Ogarkova. Je suis universitaire et journaliste, responsable du département international à l'Ukraine Crisis Media Center. Avec moi, Georges Niva, éminent slaviste, traducteur et professeur honoraire des universités, qui a publié de nombreux ouvrages sur la littérature et l'histoire culturelle russe. Georges Niva a traduit Palimpseste, poésie et lettres du Goulag de Vassil Stous. Et pour le faire, il a commencé à apprendre l'ukrainien à l'âge de 85 ans. Le livre, traduit, préfacé et commenté par Georges Niva, est paru chez l'édition Noir sur Blanc en mars 2026. Bonjour à Georges Niva. Tout d'abord, merci beaucoup d'avoir accepté de parler au podcast L'Ukraine face à la guerre. Nous allons parler aujourd'hui de votre magnifique ouvrage, votre traduction du poète ukrainien Vassil Stous, un travail de longue haleine pour vous, puisque c'est un ouvrage de 600 pages avec votre préface, avec vos commentaires, un travail qui avait duré des années. C'est le deuxième ouvrage de traduction de Stous. Le premier livre est paru chez les éditions L'Esprit et la Lettre en 2022, et aujourd'hui, ce volumineux Stous chez les éditions Noir sur Blanc. Ma première question à vous, qui est un grand spécialiste de la littérature russe dans votre carrière, qui a duré plusieurs décennies, pourquoi cet intérêt chez vous à l'œuvre de Vassil Stous ? Je crois que l'intérêt vient du fait que, grâce à deux amis ukrainiens, Leonid Finberg et Konstantin Sihov, j'ai découvert Stous. Ils m'ont donné le livre qu'ils ont publié en 1999, il y a déjà longtemps. Et ce livre, qui d'ailleurs s'intitule en ukrainien Vechir Zlamanavik, qui est une allusion à un poème qui est très loin en milieu du recueil. J'ai commencé à lire. Ils m'ont dit c'est un très grand poète. Bon, mais il fallait que je m'en convainque moi-même. Petit à petit, j'ai trouvé que c'était un poète titanesque, un immense poète, que je compare à Arthur Rimbaud en français, par exemple, ou encore en russe à Osip Mandelstam. Mais bon, je n'étais pas vraiment capable de lire correctement ce poète parce que sa langue est difficile, ses poèmes sont compacts et opaques. Et donc, à Genève, j'ai trouvé un écrivain ukrainien qui vit à Genève, qui s'appelle Oles Ilchenko, et qui a accepté de me donner des leçons. Donc, j'étais un professeur d'université qui prenait des leçons comme un simple écolier auprès de Oles. Ça a duré des années. Ça a commencé bien avant le Covid. Et au début, on lisait des petites proses tirées des journaux, jusqu'à ce que j'ai senti que je connaissais suffisamment la grammaire ukrainienne, la prononciation, qu'il me faisait travailler. Et je lui ai dit, bien maintenant, est-ce qu'on peut prendre le livre de Stous, Vechir Zlamanavik ? Et nous avons travaillé pendant 3 ans.
Voilà, un travail de longue haleine, 3 ans de traduction pour faire cet ouvrage. Décrivez comment est-ce que vous avez commencé à travailler et quelle méthode avez-vous employée pour aborder Stouss, qui est, il faut le dire à nos auditeurs qui nous écoutent en français, Stouss, Vassil Stouss, c'est un poète extrêmement difficile pour l'oreille ukrainienne aussi. On peut le comparer, et vous avez raison de le comparer à Arthur Rimbaud pour l'oreille française. Donc c'est un poète qui n'est pas facile à déchiffrer, à comprendre, même si on parle la même langue. Comment avons-nous fait? Si vous voulez, c'est une situation un petit peu paradoxale et probablement unique, où j'étais à la fois le professeur et l'élève. Le professeur en ce sens que Oles Ilchenko n'est pas pédagogue du tout, n'a jamais enseigné, se rendait pas très bien compte de ce que je ne savais pas et de ce que je savais, en raison de ma connaissance du russe et du polonais, par exemple. Et donc, on faisait ainsi. Je lui disais, Olès, aujourd'hui, est-ce qu'on peut lire tel poème? Oui. Il me le lit en ukrainien, une fois, 2 fois, si je le lui demande, pour entendre m'imprégner à fond du rythme et de la musique de ce poème. Ensuite, naturellement, c'est mon tour, c'est l'élève qui dit le poème, on laisse me corrige s'il y a une correction à apporter. Et puis, nous commençons une sorte de déchiffrage du poème, mais nous parlons en russe, parce que Olès parle beaucoup mieux, enfin il est bilingue, il parle le russe comme un russe, et un peu comme moi. Et donc en russe, nous décortiquons vers après vers, mot après mot, à la fois pour que j'arrive à être sûr de bien comprendre, et à la fois pour être sûr d'interpréter cette poétique obscure de Vassil Stouss. Alors lorsque c'est terminé, parce que chaque poème prend le temps qu'il faut, 20 minutes, une demi-heure s'il le faut, je lui demande, Olès, maintenant pouvez-vous me conclure, résumer tout ce qu'on a dit en ukrainien? Et je l'écoute attentivement, je l'enregistre de façon à pouvoir le réécouter avant la leçon suivante. Et pour terminer, eh bien, je lui dis, Olès, j'aimerais encore l'entendre une fois, ce poème, dans votre diction, interprétation. Donc, vous voyez, chaque poème est travaillé à fond, et je n'arrête cette leçon que lorsque j'ai l'impression, non pas d'avoir interprété comme il faut le poème, mais d'avoir compris, comment dire, les différentes interprétations que l'obscurité du poème appelle et permet. Parce que Stouss est un grand poète, un poète où l'obscurité fait partie de la poésie, et il ne s'agit pas, si vous voulez, d'éclaircir cette obscurité. La poésie n'est pas un rébus dont il faudrait chercher la solution, ou comme pour un mot croisé ou d'autres jeux. Non, l'obscur doit rester obscur, mais à condition que j'ai vraiment en main tout pour, comment dire, mesurer cette obscurité. Alors, nous n'avons pas travaillé tout ce qu'il y a dans ces 600 pages, parce que pour la prose, je me suis débrouillé avec son aide quelquefois, et d'autres fois sans son aide. C'était quand même plus facile pour moi de traduire de la prose que de traduire la poésie de Stouss.
Voilà, puisque le livre, il se compose non seulement en fait de la poésie de Vassili Stouss, palimpseste, mais aussi quelques poèmes au-delà, mais aussi vous avez traduit des lettres, en fait, de lettres de Vassili Stouss, et on le sent dans votre préface et que vous avez beaucoup lu sur Stouss, beaucoup étudié Vassili Stouss, lui aussi traducteur. Vous avez creusé aussi qu'il était traducteur, voilà, traducteur de plusieurs langues. De l'allemand, par exemple, il traduisait Rilke. Du français, il traduisait ce poète merveilleux René Char. Est-ce que d'ailleurs, ça vous aidait un peu dans votre travail de savoir que Stouss, il traduisait un poète français tel René Char, et on sait aussi que lui, il adorait, parmi des écrivains français, Albert Camus. C'est un écrivain qu'il aimait vraiment. Est-ce que ça vous aidait dans votre travail? Non, non, pas vraiment. D'abord parce qu'il a très peu traduit René Char. Ensuite, il a traduit 4 petits poèmes. Il l'a traduit comme on faisait en Union soviétique, c'est-à-dire on vous commandait des traductions, les traductions étaient très très bien payées. Je crois que c'est le pays au monde où les traductions poétiques étaient le mieux payées. Et donc il a fait ça sur commande. Ce qui ne veut pas dire qu'il l'ait mal fait ou qu'il n'y ait pas pris un très grand plaisir. Mais c'est pas du tout ça qui m'a aidé. En revanche, cette traduction des sonnets à Orphée de Rainer Maria Rilke m'ont beaucoup intéressé. Si vous voulez, il est dans son cachot, il traduit Rilke. S'il est dans le cachot, il le traduit mentalement. Il le connaît par cœur. Et il était souvent au cachot parce qu'il se conduisait mal du point de vue des gardes-chiourmes. Et s'il est dans la cellule normale, il a droit à des livres, il a des originaux de Rilke, il a des abonnements à la revue Littérature étrangère, In Nostrana Literatura. Et tout ce qu'il lit est absorbé d'une façon extraordinaire, ce qui fait que la connaissance de la critique littéraire internationale que par cette revue soviétique il a est tout à fait, je dirais même, stupéfiante. Alors il y a une lettre à Valia ou Valentina, sa femme, dans laquelle il parle longuement de la traduction des sonnets à Orphée. Il a également traduit les élégies à Duino, qui sont le plus grand chef-d'œuvre, je pense, de Rilke, mais ça a été supprimé et jeté au feu par le directeur de la prison. En revanche, on a gardé ces traductions des sonnets à Orphée. Et alors là, dans la lettre, il décortique ces traductions, il les explique, il reçoit les critiques de certains spécialistes de Rilke, à qui Valia, à sa demande, a soumis ces traductions et qui lui font valoir parfois que là, il se trompe. Et ce qui est assez intéressant, c'est que Stouss était un être extrêmement, comment dire, volontaire. Difficile de le faire changer d'avis. Il changeait naturellement d'avis lorsqu'il en était persuadé. Et là, quelquefois, il dit, bien, moi, je décide que c'est ça que Rilke voulait dire, et pas ce que les spécialistes de Rilke m'expliquent. Si vous voulez, une sorte d'entêtement amusant, pas toujours convaincant, bien entendu, mais qui nous parle de ce zèque, ce prisonnier politique au fond de son cachot qui travaille à traduire des sonnets les plus compliqués, difficiles que Rilke ait jamais écrits.
Oui, expliquons aux gens qui nous écoutent, à nos éditeurs, en fait, le parcours de Vassil Stous. Vous avez travaillé sur les dissidents soviétiques pendant des décennies, et donc évidemment, cette dimension politique dans l'œuvre et dans la vie, dans la biographie de Vassil Stous est aussi très importante. Donc c'est une posture, une figure héroïque. Et expliquez-nous en quelques mots, en fait, le parcours de Vassil Stous qui j'imagine, à vos yeux, c'était aussi important, mis à part évidemment l'excellence de sa poésie, voilà, le fait que c'est un grand poète, un grand traducteur. Je pense que pour vous, c'était aussi important, n'est-ce pas? Pas tout à fait, parce que quand on a affaire à un grand poète, euh, si vous voulez, c'est sa poésie qui domine. C'est pas sa vie, c'est pas sa correspondance, c'est pas sa critique littéraire, c'est sa poésie. Le reste est là pour nous éclairer sur sa poésie. Euh, la prose de Mandelstam est absolument magnifique, mais bon, le pic, le sommet de la poésie de Mandelstam, c'est peut-être ces cahiers de Voronège qui ont été écrits en attente de la deuxième arrestation dans les conditions les plus dramatiques possibles. Et ce cahier de Voronège peuvent se comparer à certains poèmes de Vassil Stous. Alors, bien entendu, il faudrait tout connaître et je dois dire humblement que je ne connais pas tous. Il va y avoir une édition complète en 15 tomes où je vais découvrir des quantités de textes de lui que je ne connais pas. Et je ne sais pas si j'arriverai à tout lire parce que j'avance prudemment, difficilement pour lire Stous en ukrainien, même aujourd'hui, après cette longue expérience qui m'a beaucoup apporté. Mais si vous voulez, je pense qu'on s'intéresse à la vie d'un grand poète à cause de cette poésie, et pas l'inverse. Le fils de Vassil Stous, Dmitro, a écrit un livre que j'ai lu alors, de la première à la dernière page parce qu'il est très intéressant pour tout ce qu'il apporte sur la vie comme une œuvre. Alors, ce n'est pas l'œuvre comme une vie, c'est la vie comme une œuvre. Et comme il a des archives que personne n'a, Dmitro Stous, c'est absolument passionnant. Mais pour moi, cette vie, évidemment, elle est passionnante en raison de la poésie. De même que si on étudie Pouchkine, on se passionne pour la nourrice de Pouchkine, qui lui a conté tant de contes qu'il a transmis à la jeunesse avec beaucoup de génie à la jeunesse russe, mais on s'y intéresse parce que c'est Pouchkine qui a écouté ces contes. Exactement. Et donc, Vassil Stous, de sa vie, on connaît sa position, qu'il ne mettait jamais en avant sa vie, sa position extrêmement intransigeante face à ses bourreaux, face au système totalitaire. Nous connaissons évidemment tous qu'il a eu une vie extrêmement difficile dans les camps, aussi qu'il est mort d'une manière très précoce, à l'âge de 47 ans, c'est très jeune en fait. Et donc dans les circonstances pas vraiment élucidées jusqu'à ce jour-ci, il était en grève de faim, etc., etc., et que même son corps n'était pas rendu en Ukraine tout de suite. Ce qui est absolument important dans votre ouvrage, de Vassil Stous, c'est que vous vous donnez la peine de faire autant de commentaires, parce que là, les commentaires en fond de l'ouvrage, ils sont là. Ce sont des commentaires d'ordre littéraire, des comparaisons, d'explications, etc., qui voilà, font tout un corpus, on dirait presque scientifique au sens propre du terme, en fait, de ce corpus de Stous. Pourquoi? Donc ma question, pourquoi ça vous a semblé aussi important que de livrer toute cette quantité de notes pour expliquer, en fait, aux lecteurs français
toute cette nuance. Ça, c'est pour celui qui effectue une deuxième ou une troisième lecture. Parce que les notes sont en fin, elles ne sont pas en bas de page. Je suis très hostile aux notes en bas de page quand il s'agit de poésie, dans la mesure où elles risquent, de gêner l'accès direct à l'obscurité de cette poésie, à la compacité de cette poésie, à l'inattendu de cette poésie, la poésie étant un mélange d'attendu avec des refrains, des systèmes de répétition et d'inattendu absolu qui peut même intriguer, scandaliser, rendre presque fou le lecteur. Alors, ces notes sont faites pour le lecteur qui effectue la deuxième lecture ou la troisième lecture, s'il en a envie. Et là, j'ai essayé de donner mes interprétations et apporter une sorte de critique scientifique, un début de critique scientifique. J'ai essayé de lire un peu en ukrainien la critique scientifique. Il n'y en a pas tellement. Disons que la réception de Stouss a pâti un petit peu de sa transformation en un héros politique, ce que je comprends naturellement, mais qui, malgré tout, est quand même un peu secondaire. Alors, il y a un texte littéraire de lui que j'ai traduit, Une ascension au Golgotha de la gloire, un phénomène de l'époque, parce qu'il parle de Pavel Ticino, qui était un des plus grands poètes de la génération assassinée, de la Renaissance assassinée des années 1920, qui ont été assassinés dans les années 1930, mais pas Pavel Ticino. Parce que Pavel Ticino s'est incliné devant le dictateur Staline, s'est incliné devant le dictateur le parti bolchevique qui gouvernait l'Ukraine comme tout le reste de l'Union soviétique. Et que là, on a une sorte de réflexion, qui n'a jamais été publiée naturellement de son vivant, de réflexion politique et même de réflexion sur ce qu'est la poésie ukrainienne avec son premier poète national, Taras Shevchenko. Et on a une réflexion extrêmement, éclairante. Naturellement, Taras Shevchenko, pour lui, comme pour tous les poètes russes, ukrainiens, comme pour tous les écoliers ukrainiens également, c'est, si vous voulez, le début de la poésie, bien que Kotlyarevski est un autre début, différent, un début comique, tragicomique, grotesque, ubuesque, qui est très différent des débuts de la poésie russe. Mais Taras Shevchenko, malgré tout, c'est avant tout une tonalité justice, plainte de l'Ukraine opprimée. Et là, dans le texte sur Pavel Tevchenko, tous en quelque sorte corrigent en disant c'est bien, mais maintenant il faut sortir de cette tonalité plaintive. Maintenant il faut que la tonalité soit avant tout guerrière, hostile, contre, de défense active, et plus la plainte. Sortons de régime de cette clé musicale de la plainte que nous a donnée Taras Shevchenko, notre génie national. C'est très intéressant. Du même coup, je ne connaissais pas Pavel Tichinko, vous savez, mais j'avais tout à apprendre. J'ai donc lu un certain nombre de ces poètes de la Renaissance assassinée. J'ai donc lu les grands recueils poétiques de Pavel Tichinov pour comprendre ce que voulait dire Stouss. Et il m'a semblé que
pour celui qui aurait le courage de lire aussi la traduction de cet article, ça allait l'éclairer. Oui, évidemment, c'est extrêmement important de redonner toute cette dimension en fait à ce dialogue poétique, humain. Vous mentionnez beaucoup Shevchenko, évidemment, la figure clé de la littérature ukrainienne. Une des clés, d'ailleurs, Taras Shevchenko est mort au même âge que Vassili Stous. C'est une chose qu'on apprend quand on va à l'école en Ukraine, donc 47 pour tous les deux. Donc, coïncidence qui intéresse les écoliers quand on a 10 ans. C'est intéressant de comparer cela. Georges, je vous demanderai de lire, parce que pour que nos éditeurs comprennent à quoi ressemble cette poésie en ukrainien et en français, je vous demanderai de lire un poème de votre choix, de Vassili Stous, dans votre traduction, et aussi, si vous le voulez bien, aussi en ukrainien. Écoutez, je vais en lire un cours qui est du premier recueil de palimpseste. Il y a 2 recueils de palimpseste. Palimpseste, c'est évidemment une allusion aux matériaux sur lesquels on écrivait les poèmes, les récits, les traductions de l'Antiquité au Moyen-Âge, parce qu'il fallait économiser le parchemin, donc on effaçait le premier texte un petit peu et on rajoutait un deuxième texte, puis un troisième, puis éventuellement un quatrième, ce qui permet aujourd'hui aux scientifiques de lire tous les textes, parce que on arrive à lire les textes qui étaient légèrement effacés. Pourquoi c'est palimpseste ? Parce que la vie est un palimpseste sur lequel s'écrit un poème, une vie, un deuxième poème, une deuxième vie. Et si vous voulez, Stous a quand même été, d'abord il était évidemment brillantissime écolier, un poète d'avant-garde très influencé par cette Renaissance assassinée, ensuite par les 68 arts poétiques de l'Ukraine, comme d'ailleurs de la Russie. Je ne peux pas laisser passer l'occasion de dire que pour lui, il y avait 3 poètes au-dessus de tout. C'était Goethe, Rilke et Boris Pasternak. Et le fait que le troisième soit un poète russe, dont toute l'œuvre est en russe, mais qui a quand même beaucoup traduit, signifie à quel point Stous, qui lutte contre la dictature bolchevique, qui lutte contre cette dictature qui est exercée essentiellement par la Russie, se place au-dessus. Ça ne conduit pas à détester la poésie russe, bien au contraire. Et pour lui, Boris Pasternak, des premiers recueils, Ma sœur la vie, jusqu'au poème qu'il a lu du docteur Zhivago, est un poète magnifique. Alors, un petit poème qui est tiré donc du début de Palimpseste 1, et le voilà dans ma traduction. Vous êtes des puits de nuit, chointe l'eau dans sa folie, perdue entre les monts gris, en haut le clapotis des constellations. Ah, ce silence, ah, ces ténèbres, et cette solitude sans fond. Ô mon pays sans pitié, que doux tu es, et tant cruel. Ah, me coucher, sans bras ni jambes, plus que l'œil, il a les corps dévorés. Entier, il a crié comme une larme, cul de jatte aveugle, aux 100 bouches. Petit poème mystérieux, qui capte par ce mystère, et en même temps, quel est le lecteur qui peut d'emblée dire « Ah ben voilà ce que ça veut dire »
Et d'ailleurs, demander à la poésie qu'est-ce que tu veux dire est une question qui tue la poésie. Mais vous êtes des puits de nuit, nous dit déjà ce mystère, que des puits au fond desquels il y a la nuit, qui peut être le reflet au fond du puits de la nuit qu'il y a tout en haut dans le ciel noir. Chointe l'eau dans sa folie, c'est-à-dire on entend le clapotis de cette eau au fond du puits qui s'agite, un clapotis qui est interprété comme une folie, un fou qui s'agite là au fond du puits, perdu entre les monts gris. Euh, si vous voulez, mon principe essentiel dans la traduction, ça a été le resserrement du vers. C'est-à-dire pas la rime, bien, j'ajoute des rimes quand je peux, mais avant tout le resserrement du vers. Parce que la poésie, elle est, comment dire, un état de resserrement de la pensée, de la sensibilité, du vocabulaire, tandis que la prose, elle peut quelquefois être une sorte d'inondation. En haut, le clapotis des constellations. Vous voyez, l'eau clapote en bas dans le fond du puits et les constellations des étoiles clapotent en haut. Ça, c'est le premier quatrain. Et puis ensuite, ah, ce silence, ah, ces ténèbres, ah, cette solitude sans fond. La nuit, cette nuit et cette solitude, qui est la solitude à la fois du poète. Le poète est toujours seul lorsqu'il écrit, lorsqu'il compose, lorsqu'il écoute son inspiration ou la muse qui est en train mystérieusement d'arriver sur lui. Et puis, c'est aussi la solitude du captif dans son cachot et même du captif dans la baraque. Parce que dans la baraque où ils peuvent être 120 les uns sur les autres, tous ce captif, et tout captif est également seul. Et puis, ô mon pays sans pitié, que doux tu es, tant cruel. Bon, c'est évidemment l'Ukraine. L'Ukraine qui se trouve à 6000 kilomètres de l'endroit où il se trouve. Et il en parle souvent comme si c'était lui qui, au fond de son cachot, à ces 6000 kilomètres, personnifiait entièrement l'Ukraine. Et même, j'ajoute, le mot personnifié est beaucoup trop métaphorique. Il est l'Ukraine. Il est l'Ukraine alors que tous ces contemporains poètes qui ont fait des compromis, qui font malgré tout des compromis avec le régime bolchevique, ne peuvent pas être l'Ukraine, trahissent l'Ukraine. Donc ce pays est sans pitié à cause de ses compromis, et il est doux et il est cruel. Et puis, bon, ce mystère, me coucher ou être couché sans bras ni jambes, c'est-à-dire devenir un être humain réduit à quasiment rien, à qui la guerre a enlevé les bras, les jambes. Et il reste quoi? L'œil. Plus que l'œil. Il a dévoré mon corps. C'est-à-dire, il est devenu un œil, comme dans un tableau de Goya, par exemple, comme dans certains tableaux de Daumier. C'est à cela que me fait passer ce poème. Et il a crié comme une larme, des larmes qui crient. Les paradoxes de tous sont toujours des attelages invraisemblables de notions, de matériaux qui sont contraires l'un à l'autre. Cul-de-jatte aveugle au sans-bouche. Alors, les augmentatifs du genre au sans-bouche sont très fréquents chez Stouss. Et il a une espèce de tonalité augmentative
essaye, comment dire, de rattraper les constellations des étoiles. Alors, naturellement, il y a dans ce poème, pour moi, une perspective verticale dominante, un petit peu comme dans la peinture chinoise où la nature est toujours à la verticale. Et j'ai retrouvé cette verticalité dominante dans pas mal de poèmes, entre les constellations, le fond du puits, et puis le cul-de-jatte, quelque part au bord du puits, vraisemblablement. Ce sont quelques éléments, vous voyez. Oui, oui, je vois bien. Georges, est-ce que vous voulez le lire aussi en ukrainien, ce morceau écrit en... Rappelons ça à nos auditeurs en 1977-18, c'est ça, la datation de ce poème, n'est-ce pas? Alors écoutez, je vais essayer. Venache nichni krinitsi, шепоче вода божевільна, загублені в паді, вгорі, хлопочуть сузиря, а тиша, а темінь яка самота незгибіма, о земле, моя нещадима, така ж ти солодка й п'янка, лежать і без рук, і без ніг, лиш око, що тіло обхало, у себе сльозою кричало, осліплим стозойком калік. Merci. Merci Georges, c'est vraiment incroyable, un poème extrêmement fort que vous avez déchiffré avec autant d'intelligence, de finesse. Ma dernière question à vous serait sans doute ce que vous dites dans la préface de livre de votre traduction, de Vassil Stouss. Vous dites dans un endroit, je cite de mémoire, que Vassil Stouss, que son œuvre, c'est une réponse à des tentatives très nombreuses de la Russie que de nier l'existence de l'Ukraine en tant que telle, de son identité, de sa langue. Et donc voilà, Vassil Stouss comme une réponse à cela. Pouvez-vous nous dire ce que ça signifie? Écoutez, depuis l'âge de 17 ans, j'apprends le russe. Très belle langue, que je ne vais jamais renier. Et je lis beaucoup de poésie en russe, même tous les jours, parce que je l'aime. J'ai appris le polonais parce qu'à la Sorbonne, il fallait avoir une seconde langue slave. J'ai été en Pologne, j'ai beaucoup aimé le polonais, certains poètes polonais. Je connais moins bien le polonais aujourd'hui que l'ukrainien, parce que je lis davantage d'ukrainien, j'essaye de lire de la poésie des jeunes contemporains. J'ai beaucoup aimé, par exemple, Arthur Dron, qui est déjà à son âge de 24-25 ans, un vétéran de la guerre qui a failli être amputé des deux jambes. Et son livre, Hemingway n'y comprend rien, m'a profondément ému. Voilà, mais disons que j'ai mis du temps, parce que quand on est en russisant, si vous voulez, on est tenté d'épouser, sans s'en rendre compte, l'impérialisme russe. J'ai donc mis du temps à comprendre à quel point la provincialisation de l'Ukraine pendant 3 siècles, après Khmelnytsky, avait lentement tenté de supprimer et l'art et la poésie et la chanson et la musique et l'humour ukrainien, sans vraiment y arriver. Et
Taras Shevchenko a quand même eu un destin différent de tous, puisque d'abord, il était peintre autant que poète. Il a été racheté par l'intelligentsia russe parce qu'il était un serf. Il était racheté à son maître, qui était un grand amateur de musique et de peinture, Engelgard, mais qui néanmoins a demandé un prix assez considérable pour son peintre serf. Et ensuite, il a fait partie de la petite confrérie Cyril et Méthode, où ils étaient, je ne me rappelle plus, 10 ou 11, ils ont été dénoncés, arrêtés, et lui envoyé au bataillon disciplinaire. Mais ensuite, il a vécu reconnu et aimé par l'intelligentsia russe à Saint-Pétersbourg, avec interdiction de retourner dans son Ukraine chérie et natale. C'est quand même différent. En quelque sorte, on peut dire, sous Nicolas Ier, c'était quand même un peu plus indulgent que sous Lénine, Staline, Brejnev et compagnie. Mais disons, quand je m'en suis aperçu, je me suis demandé, surtout après l'invasion et les massacres de Boutcha et de Irpin, je me suis demandé, est-ce que je peux faire quelque chose ? Bon, à 90 ans, je ne vais pas m'engager militairement. M'engager comment ? La seule façon que j'ai trouvée, c'était d'essayer d'apporter au public francophone cet immense poète ukrainien qui va peut-être être capable de transformer plus profondément encore la réception qu'on a aujourd'hui de l'Ukraine. L'Ukraine qui apporte un poète européen de langue ukrainienne à l'Europe. Merci beaucoup, Georges, pour cet entretien, mais surtout, merci pour ce Vassil Stouss qui est aujourd'hui disponible en français avec vos explications, avec vos notes, avec votre préface, cette magnifique musique et poésie de grands poètes, dans des plus grands poètes de la langue ukrainienne du XXe siècle, mais peut-être aussi au-delà. Merci pour cela. Espérons que justement que grâce à votre travail, la culture ukrainienne, la poésie ukrainienne sont mieux comprises et mieux claires en fait pour le public français et francophone. Merci beaucoup. Merci à vous. C'était le podcast L'Ukraine face à la guerre. N'hésitez pas de partager cette émission. Nous n'allons pas tarder à enregistrer et diffuser d'autres épisodes. Je m'appelle Tetiana Ogarkova, je suis accompagnée par Georges Niva, slaviste, traducteur et professeur honoraire des universités, qui a traduit, préfacé et commenté Palimpseste, poésie et lettres du Goulag de Vassil Stouss. Le livre est paru chez les éditions Noir sur Blanc en mars 2026. Restez avec nous et soutenez l'Ukraine.